quoi consiste réellement le modèle français? Quelle est sa genèse, ses réussites? Écoutez, depuis toujours, les femmes, que ce soit en France ou partout dans le monde d'ailleurs, n'ont pas attendu des lois pour s'engager dans la vie publique, pour faire entendre leur voix, pour jouer un rôle social. Néanmoins, ce sont quand même les lois, les dispositifs contraignants et obligatoires qui ont permis le mieux de faire avancer leurs droits, que ce soit en matière de représentation dans la vie politique, en matière de droits sociaux ou en matière de lutte contre les violences qu'elles subissent par exemple. Et c'est donc un combat permanent que de faire en sorte que la loi accompagne ces revendications. Et au moment de la Révolution française, les femmes ont réclamé d'être constituées en Assemblée nationale. Eh bien, il a fallu attendre en France 1944 pour qu'enfin elles puissent exercer le droit de vote. Attendre 1997 pour que la loi française sur la parité votée par Lionel Jospin, proposée par Lionel Jospin, soit enfin en vigueur et permette l'égal accès des femmes et des hommes dans les responsabilités politiques. Donc vous voyez que les choses vont plus lentement que ce que l'on imagine et qu'il faut se battre toujours. Et la nouveauté depuis 2012, c'est ce symbole très fort d'un gouvernement totalement paritaire. C'est une première dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites et que les combats sont terminés. Il y a encore beaucoup de progrès à obtenir, notamment en matière de partage des responsabilités, mais aussi en matière d'égalité professionnelle, puisqu'on le voit, hein, les inégalités salariales sont toujours là, en moyenne 27% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Les femmes, à la faveur de cette crise économique très aiguë, sont les premières victimes de la précarité. Ce sont elles qu'on retrouve principalement dans le temps partiel subi, elles qui sont majoritairement en dessous du seuil de pauvreté, qui touchent de très faibles retraites, qui sont à 80% à la tête des familles monoparentales, elles qui assument le plus souvent les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Donc c'est cette difficulté-là, ces charges bien spécifiques qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, qu'il faut mieux répartir entre les hommes et les femmes si on veut un jour réellement faire l'égalité professionnelle. Puis ensuite, pour en revenir à la question de la participation des femmes à la vie politique, moi je crois que la parité est un mouvement de fond assez favorable à la fois aux femmes comme individus, mais aussi une vraie source de modification d'une société, un vrai levier de rénovation de la vie politique. Et c'est pour cela que nous voulons aller encore plus loin. Par exemple, nous allons très prochainement adopter un nouveau scrutin pour les élections cantonales en France qui va permettre d'avoir 50% de femmes dans les conseils généraux, là où elles ne sont aujourd'hui que 14%. Alors c'est un scrutin totalement inédit puisque sur un même canton se présenteront désormais un homme et une femme, mais c'est une solution que nous avons trouvée pour bousculer véritablement ces freins insupportables à la juste représentation des hommes et des femmes. Le modèle français peut-il s'exporter? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de coopération, d'initiatives promues pour favoriser partout la présence des femmes? D'abord, comme je vous le disais, ce combat pour les droits des femmes a quand même été, y compris en France, un long chemin semé d'embûches et qui est loin d'être terminé. Donc je crois qu'il y aurait quelque chose de présomptueux à vouloir s'ériger en modèle pour les autres pays. La vérité, c'est que vous prenez nos assemblées parlementaires, par exemple, à l'Assemblée nationale, vous avez toujours 73% d'hommes et 27% de femmes. On ne peut pas dire que ce soit idéal. Au Sénat, 22% de femmes. À la tête des communes de France, vous avez 14% de femmes seulement. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. D'ailleurs, je vous fais partager une plaisanterie qui est souvent faite ici. Est-ce que vous savez quel est le féminin du mot député? La réponse est suppléante. Donc voilà, les choses ne se changent pas en un claquement de doigts, il faut prendre le temps, il faut combattre surtout. Et nous sommes en train, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, d'engager un certain nombre de réformes qui vont permettre d'aller plus loin.
Nous allons faire en sorte aussi, au-delà de la vie politique elle-même, que dans la fonction publique, eh bien, l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'accès aux responsabilités soit à peu près respecté. Ça n'est pas simple, parce qu'on nous répond toujours qu'il y a un problème de vivier, qu'on a du mal à trouver les femmes, mais il suffit justement de le constituer, ce vivier, au bon moment, de former, de soutenir, d'accompagner ces femmes pour qu'elles soient ensuite prêtes à accéder aux responsabilités. Donc voilà, donc c'est un travail de tous les jours sur lequel nous sommes extrêmement vigilants dans ce gouvernement, sur lequel nous avons décidé de procéder à des évaluations régulières, et ainsi on pourra nous juger aussi sur nos actes et pas simplement sur nos propos. Un mot pour conclure de votre vie de ministre. Comment arrivez-vous à jongler entre votre vie de responsable politique et de maire ? Oh, vous savez, je crois que comme toutes les femmes qui travaillent, mais j'ai envie de dire, il faudrait que tous les hommes qui travaillent se posent les mêmes questions. Je dois évidemment jongler entre les temps de vie, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie politique, pour certaines la vie associative. Et en même temps, ça a beau être difficile pour moi, je n'oublie pas que j'exerce une fonction absolument passionnante et que j'ai choisie. Et j'avoue que j'ai plutôt une pensée pour celles qui ont cette même difficulté à jongler entre leurs deux vies, mais qui, elles, subissent et luttent contre un quotidien précaire, contre un travail qu'elles n'ont pas forcément choisi. Donc c'est pour elle que je me bats. Mon cas personnel n'est pas vraiment intéressant en la matière, c'est pour elle que je me bats. Je voudrais vraiment que les femmes, mais les hommes aussi, puissent être à la fois des salariés et des parents lorsqu'ils sont parents, à part entière, qu'ils puissent avoir une organisation du travail, une protection sociale qui leur permette d'être les deux et de s'épanouir dans ces deux fonctions qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres, loin de là. Merci pour votre mobilisation et votre écoute. Et n'oubliez pas, la Journée de la femme, ça n'est pas que le 8 mars, c'est toute l'année. À bientôt.